Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un livre d'histoire, mais c'est un livre un peu particulier parce que c'est un livre, on va dire, polémique. On peut le qualifier comme ça, sans prendre de risque. Alors, la polémique que soulève ce livre, elle est assez ancienne, et donc elle s'intéresse à un vieux sujet de l'histoire de France, qui traîne depuis assez longtemps, plusieurs décennies maintenant, et dont on ne parle vraiment pas beaucoup. Alors on en a parlé un petit peu dans les médias ces 10 dernières années, mais vraiment pas tant que ça en réalité. Et finalement, c'est un sujet assez intéressant. Moi j'aime bien les mystères historiques quand ils ont du fondement. Donc pas Alien Theory évidemment, mais quand il y a un fondement historique et qu'on se dit que peut-être quelque chose peut être trouvé par le biais de nouvelles fouilles archéologiques par exemple ou de nouveaux travaux historiques sur des textes, ça c'est intéressant d'essayer de creuser et de révéler les mystères de l'histoire. Alors on pourrait dire que c'est le propre de l'histoire et de l'archéologie, c'est vrai, évidemment, mais il y a des sujets qui passent à la trappe et qui ne sont pas assez approfondis et qui de temps en temps ressurgissent comme ça par le biais d'une personne ou d'un collectif ou d'un événement. C'est le cas de celui-ci. Alors je ne vais pas vous faire durer plus longtemps, je vais vous présenter le livre. Il s'agit donc de Alésia, la supercherie dévoilée. Alors ce livre, il y a en gros Franck Ferrand sur la couverture, mais je vais vous expliquer un petit peu, il faut aller au-delà de la couverture. En fait, ce livre, il a comme sujet principal, même exclusif quasiment, pourrait-on dire, de s'intéresser à la position de l'oppidum d'Alésia, donc le camp retranché, la ville dans laquelle se serait réfugié, alors réfugié ça c'est sujet à interprétation mais j'entre pas tout de suite dans le détail, en tout cas on va dire réfugié Vercingétorix et ses troupes au moment de la bataille d'Alésia contre Jules César et ses légions. Donc sur la fin de la guerre des Gaules, presque en 52 avant Jésus-Christ. Alors ce livre, c'est un pavé dans la mare officielle de l'archéologie et de l'histoire. C'est même une sorte de bâton de dynamite qui veut révéler, comme son sous-titre l'indique, une supercherie sur l'emplacement du site d'Alésia, qui est admis depuis très longtemps être en Côte d'Or, dans un village qui s'appelle Alise-Sainte-Reine. Alors Alésia, mais je reviendrai après dessus tout à l'heure sur ce détail. Et donc qui voudrait en fait révéler au grand public que non, le site d'Alésia n'est pas Alise-Sainte-Reine comme on l'admet depuis très longtemps, mais il est dans un autre endroit. En tout cas, le livre essaye de creuser le sujet et de nous démontrer par A plus B que les trouvailles archéologiques d'Alise-Sainte-Reine n'amènent pas de preuves. Pire que ça, que les anciennes sources historiques sont fausses, à savoir les travaux engagés sous Napoléon III, pour le compte de Napoléon III, c'est lui qui s'intéressait beaucoup à Vercingétorix, eh bien il voulait trouver le site d'Alésia et que globalement, on pourrait synthétiser comme ça, on lui a fait plaisir en s'arrêtant sur un site qui pouvait peut-être ressembler à Alésia et qui finalement ne l'était pas. Voilà le sujet du livre, révéler une vérité sur la situation géographique d'Alésia. Alors, pour vous présenter ce livre, j'ai dû travailler sur 2 autres livres. Parce que finalement, après la lecture de ce livre dont je vais vous parler quand même en détail, je n'étais pas satisfait en fait. Il me fallait autre chose, il me fallait une autre matière pour réfléchir sur le sujet, bien que je connaissais la polémique depuis un moment, mais je ne m'étais pas intéressé à ça depuis longtemps, donc il fallait que je me remette en mémoire tout ça. Et je me suis intéressé à 2 autres livres. Alors, j'ai pris un autre livre de Franck Ferrand, L'Histoire interdite, qui nous parle pendant un chapitre entier de ce sujet. Alésia n'est pas Alise-Sainte-Reine, mais il est ailleurs. Et pourquoi j'ai utilisé ce livre en particulier? Eh bien parce que le livre Alésia, la supercherie dévoilée, ne m'en disait pas assez sur l'autre site qui est pointé du doigt pour être peut-être
l'oppidum d'Alésia. Je reviens après rapidement sur ce sujet. Et comme la vie de Franck Ferrand ne me suffisait pas, j'ai pioché dans un troisième livre. Donc en fait, j'ai lu un livre sur Vercingétorix de Paul Marius Martin. C'est un historien français qui est assez âgé maintenant, qui a plus de 80 ans. Et donc qui nous parle de Vercingétorix, du peu qu'on sait sur lui. En tout cas, il y a beaucoup d'extrapolations. Lui-même le dit, hein, on ne peut qu'extrapoler sur Vercingétorix parce qu'il y a très peu de sources écrites en réalité. Mais il nous parle également d'Alésia, évidemment, et il nous parle de la localisation d'Alésia. Donc ça m'intéressait d'avoir une source, entre guillemets, neutre, pour avoir un avis sur cette polémique, sur où est enfin Alésia, est-ce qu'on s'est trompé pendant des décennies, voire même pendant un siècle, et est-ce qu'on peut aujourd'hui en dire quelque chose d'intéressant. Donc ces trois livres m'ont été utiles. Je vais vous parler principalement du premier, je vais quand même vous présenter 2-3 extraits des deux autres qui vont nous amener des informations importantes pour Alésia. Alors, Alésia, la supercherie dévoilée. Petite présentation rapide. C'est un livre qui commence à dater. Il est de 2014. Bon, il a 10 ans, ça va. Hein. Je crois pas qu'il y ait eu grand-chose d'écrit depuis sur le sujet. Et en fait, c'est un livre qui fait la synthèse d'autres livres qui avaient été écrits, ou des publications en tout cas. Pas forcément des livres, mais aussi des publications qui avaient été faites par notamment une archéologue. Et en fait, ce livre, donc présenté par Franck Ferrand, ça a son importance, il n'est pas écrit par Franck Ferrand. Il y a une préface relativement courte de Franck Ferrand. La parole est donnée ensuite à un collectif d'auteurs. En tête, Danielle Porte. Alors Danielle Porte, c'est une femme, c'est une historienne spécialisée dans la culture latine, romaine. Elle a été professeure à la Sorbonne. Je crois qu'elle est toujours professeure honoraire à la Sorbonne, si ma mémoire est bonne. Et donc, en le fait, cette femme s'est intéressée par le biais de rencontres je vous dirai après qui elle a rencontré. Elle s'est intéressée à ce sujet. Elle en a fait son cheval de bataille, convaincue, conviction chevillée au corps, que Alésia n'était pas à Alys-Sainte-Reine en Côte d'Or, mais était bien ailleurs. Je vous en parlerai après. On ressort ce livre, donc un collectif, où Danielle Porte nous confie son travail sur le sujet. Elle a écrit un bon tiers du livre, hein. Peut-être même, je dirais, peut-être pas loin de la moitié du livre, non, on va dire un tiers du livre. Et le reste des chapitres, chaque chapitre est donné à un spécialiste. Ça peut être un spécialiste en stratégie militaire, un spécialiste en géographie, en hydrologie. Tout ça a son importance pour comprendre le site d'Alésia. Et donc, on nous met Franck Ferrand en gros, enfin plutôt de taille importante sur la couverture, pour une bonne et simple raison, c'est que ça n'est pas que marketing. Parce que Franck Ferrand, évidemment, a une popularité importante. Moi, j'aime bien ce journaliste historien, parce que il a une manière vraiment agréable de raconter l'histoire, de parler. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il avait une chronique, je ne sais pas s'il l'a encore, sur Europe 1, où il nous parlait d'un sujet vraiment... c'était des sujets divers et variés sur l'histoire. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir, hein, ces podcasts. Il y en a beaucoup sur YouTube. Il y en a encore vraiment beaucoup. Ça doit être sur la chaîne YouTube d'Europe 1, je pense, où il nous parle d'un tas de choses. C'est vraiment sympathique pour traverser l'histoire, même des manières thématiques. On peut prendre des thèmes, les regrouper, écouter ça. Enfin, vraiment, c'est vraiment sympa. Et en fait, Franck Ferrand donne sa caution à ce livre parce que, simplement, il est d'accord avec la thèse. Donc ça n'est pas uniquement un coup marketing. En fait, il aide, par son image connue, à populariser le livre, et évidemment, puisque lui, il est d'accord avec la thèse de Alésia ailleurs qu'à Alys-Sainte-Reine. Il en a écrit dans le livre L'Histoire interdite, il a donné son avis, je vous en parlerai tout à l'heure, et il avait fait une émission entière sur Europe 1 pour en parler. Je crois même qu'il a fait une émission de télévision, si ma mémoire est bonne, peut-être l'ombre d'un doute, sur le service public. France TV, France 3 peut-être. Et donc, évidemment, il est engagé dans ce sujet, donc il prête son visage et son nom pour cet ouvrage collectif.
Je me suis attaqué à ça avec beaucoup d'entrain parce que j'aime beaucoup l'histoire romaine, ça m'intéresse, j'aime bien l'histoire en général, l'histoire romaine aussi, l'histoire gauloise évidemment, ça me passionne, nos ancêtres les Gaulois, et donc du coup je me plonge là-dedans avec beaucoup d'intérêt en me disant ça va être une grande révélation, ça va être très intéressant. Je l'ai lu avec une grande attention, et le livre ne m'a pas apporté toute la satisfaction que j'aurais souhaité. C'est pour ça que je me suis plongé dans 2 autres livres. Je vais vous dire ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu dans ce livre. Ce qui m'a plu dans le livre, c'est évidemment de découvrir un sujet qui m'intéresse, de pouvoir l'approfondir et de me dire voilà, je vais en avoir sous la main de l'information pour comprendre si Alésia est oui ou non à Alice Sainte-Reine, et est-ce que on va me parler potentiellement d'un autre endroit où il faut chercher et nous donner des détails. Ça, c'était le point de départ, et j'ai eu ma dose de détails. J'ai eu une somme incroyable de détails expliqués assez profondément, hein, assez longuement, sur les preuves alors les preuves du côté évidemment de la théorie des tenants de la localisation ailleurs qu'à Alice Sainte-Reine, donc des preuves qui nous prouvent que le site ne peut pas être à Alice Sainte-Reine. Donc on a une somme de détails extrêmement importante, avec des explications, et je vais tout de suite entrer dans ce que moi je vois comme on pourrait dire un point négatif, des détails évidemment extrêmement pointus. Pendant de longs chapitres, on nous donne des détails sur les résultats archéologiques publiés par les tenants de la thèse de Alésia à Alice Sainte-Reine, et on essaye de nous les démonter. On nous les démonte même en nous expliquant que non, ça ne va pas, ça n'est pas raccord avec ce qu'on sait de Alésia par le biais du témoignage de Jules César dans la guerre des Gaules, et que finalement, ça ne peut pas être Alice Sainte-Reine. Les informations archéologiques qu'on obtient, n'en déplaise aux archéologues d'aujourd'hui qui sont tenants de la thèse Alice, eh bien ne correspondent pas. Donc on nous détaille ça en longueur, en nous expliquant que tel fossé par exemple ne correspond pas, que la longueur de telle fortification ne va pas du tout avec ce que César a pu en dire, que le nombre de fortins construits par César n'est pas bon par rapport à ce qu'on trouve en archéologie, que les fortifications sont beaucoup trop grandes par rapport à ce que César nous en dit, que le lieu lui-même décrit géographiquement par César ne correspond pas à sa description. Alice Sainte-Reine, on ne retrouve pas les éléments que César donne dans la guerre des Gaules pour comprendre à quoi ressemble le site d'Alésia. Donc voilà, il y a un tas de choses qui sont passées en revue. Tout d'ailleurs, tout est passé en revue. Le livre est presque exhaustif là-dessus. Et le problème, c'est que pour quelqu'un qui voulait en savoir plus aussi sur le second lieu potentiel, eh bien il reste sur sa faim. Parce que de ce second lieu, on nous en parle quasiment pas dans ce livre. Pratiquement pas. Il est évoqué, si ma mémoire est bonne, une fois ou deux, mais juste évoqué. On ne nous donne pas d'informations. Alors, on pourrait dire que les gens ont voulu faire un livre technique et n'ont pas voulu faire un livre, évidemment, sur l'autre site. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Moi, je ne le savais pas forcément quand je l'ai acheté, donc j'ai une petite déception de ce côté-là. Je pourrais donc dire que pour un novice, pour quelqu'un qui voudrait avoir une information complète, eh bien, il serait un peu déçu parce qu'il se dira, bah oui, c'est quand même dommage, j'ai été assommé de données techniques et malheureusement, j'ai pas la suite de la recherche. C'est pour ça que je suis allé puiser dans d'autres livres. Alors, effectivement, c'est un défaut, c'est vrai. Maintenant, c'est un livre qui tient les promesses de la volonté de démonter une supercherie. C'est ça leur thèse, hein, c'est qu'Alice Sainte-Reine est une supercherie, et évidemment il s'attarde en longueur sur les détails, pourquoi c'est une supercherie. Je vais vous citer quelques exemples quand même de ce livre. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est long depuis Napoléon III, hein, pourquoi est-ce qu'on continue malgré la présence d'historiens, malgré la présence d'archéologues, des fouilles ont été entreprises, de longues fouilles à Alice Sainte-Reine, on continue à asséner qu'il n'y a quasiment aucun doute
et que Alice Saint-Reine, c'est bien Alésia. Pourquoi des gens qui sont des gens issus des sciences humaines, des historiens, eh bien continuent à s'entêter et même carrément à, selon les auteurs de cette thèse, à mentir en réalité. Je vais vous donner une petite réponse de Danielle Porte qui nous explique pourquoi. Ce qu'elle pense en tout cas de cette histoire. Non, d'ailleurs, c'est pas Danielle Porte, je crois que c'est la préface de notre ami Franck Ferrand. Voilà ce qu'il nous dit. C'est très court. Hein. Pourquoi est-ce que ces gens continueraient à s'entêter? Depuis des années, je me suis souvent demandé à quoi imputer un tel aveuglement. Donc évidemment, il parle de ce dont je vous ai parlé. Ou plutôt, un tel refus de voir de la part de personnes a priori très intelligentes. Après réflexion, il me semble que le comportement grégaire de nos universitaires relève en l'occurrence de ce que le psychologue américain Solomon Asch dénonçait en 1951 comme un effet pervers du conformisme de groupe. Ces historiens, en refusant contre toute logique de prendre en compte des données par ailleurs publiques et vérifiables, agiraient sous l'empire d'un primordial besoin d'affiliation. Voilà ce que nous dit notre ami Franck Ferrand sur l'entêtement de ces gens. Alors, on pourrait ajouter qu'il y a parmi tous ces gens qui travaillent sur le terrain un besoin, comme le dit Ferrand, de faire partie d'un groupe, le groupe majoritaire. On retrouve ça dans d'autres sujets de la société. On fait partie d'un groupe majoritaire, on ne veut pas en démordre. On a également la difficulté, ces gens sont des êtres humains, de revenir sur ce qui nous est acquis depuis des décennies et qu'on pense vérité comme parole d'évangile. Et donc on a du mal, c'est humain, on a du mal à revenir sur ses fautes, à dire bah non, je me suis trompé. Il y a pas mal de gens qui veulent pas reconnaître qu'ils se trompent. Tout le monde connaît ça tous les jours. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a donc cette difficulté de revenir sur ses positions antérieures. Il y a également la difficulté de dire ceux qui m'ont précédé, qui parfois étaient mes maîtres à penser, parfois même mes directeurs de thèse, eh bien se sont trompés. Et moi, je travaille avec eux depuis longtemps, je me trompe, et c'est vrai que j'ai pas envie de les contrarier. Donc, il y a le microcosme universitaire, qui fait qu'il faut pas trop faire de vagues non plus de temps en temps. Donc, tout ça, ça nous donne à penser que ça n'est pas anormal que des gens, finalement, renoncent à avancer sur une thématique et à la creuser davantage. La science, alors là, on est même pas sur une science pure, hein, on est sur des sciences humaines. Eh bien, finalement, nous montre régulièrement que les scientifiques montrent du doigt ceux qui essayent de lever une nouvelle thèse. Darwin a été montré du doigt en son temps. Alfred Wegener, le père de la tectonique des plaques, a été moqué jusqu'à sa mort, en fait. Alors qu'évidemment, il avait raison. Donc, c'est monnaie courante, en science. C'est pas un phénomène anodin. Il ne faut pas croire que les gens qui travaillent sur la recherche sont forcément ouverts d'esprit, c'est pas toujours le cas. Donc moi, ça ne m'étonne pas plus que ça, en réalité. Je vais vous citer d'autres exemples, et je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Je vais vous parler d'Alésia, pour vous résumer un petit peu la situation. Alésia en chiffres, qu'est-ce que ça représente, en fait? Quel est l'enjeu du site d'Alésia? Donc là, Alésia en quelques chiffres, on nous le rappelle, c'est très bien dans un chapitre. Évidemment, 52 avant Jésus-Christ, on nous précise. La durée totale du siège, 2 mois. 21 km de longueur de circonvallation, donc ça ce sont les lignes de fortification qui protègent les Romains. 15 km de ligne de contrevallation, c'est la ligne qui protège les Gaulois sur le mont Auxois, enfin le prétendu centre de l'oppidum d'Alésia. 7000 hectares, superficie totale du site concerné par le siège. 3000 hectares, superficie du site d'Alésia, comprise dans les lignes romaines. 10 légions romaines engagées au moment du siège. 80 000 fantassins gaulois qui se replient dans l'oppidum d'Alésia. 150 000 personnes qui forment ce qu'on appelle le train de Jules César, constitué de légionnaires, d'esclaves, de femmes, d'enfants et de matériel de guerre. Donc voilà, on nous rappelle les grands chiffres. Alors on pourrait ajouter la taille de l'oppidum
du mont Auxois, donc celui qui est reconnu officiellement, à Alys-Sainte-Reine, qui fait, si ma mémoire est bonne, 95 ou 97 hectares. Ça a son importance parce qu'on nous dira plus tard que pour accueillir une telle armée gauloise, il aurait fallu plutôt entre 130 et 150 hectares, ce qui est normalement la taille des grands oppidums gaulois. On pourrait aussi ajouter comme chiffre l'armée de réserve de Vercingétorix qui va arriver après. C'est une autre histoire, mais qui va arriver plus tard, avec entre 200 et 250 000, si ce n'est soldats, hommes gaulois qui vont essayer d'aider Vercingétorix. Donc voilà, on nous fait un petit contexte sur l'état de l'effectif en place et les chiffres. Maintenant, je vais vous parler de quelques exemples dont le livre nous parle, qui sont censés révéler la supercherie. Alors on va commencer par un exemple, il y en a vraiment énormément, je vous en donne seulement quelques-uns, sur la taille des fossés qui ont été creusés et qui en réalité ne correspondent pas aux données archéologiques. Jules César est assez précis dans la guerre des Gaules. Alors c'est sujet à caution parce que certains disent qu'il aurait pu enjoliver, il aurait pu se tromper, il aurait pu donner également des données chiffrées qui n'auraient pas correspondu à la réalité. Peu importe, on a une base historique sous la main, celle de César, il faut l'utiliser, c'est ce que font les gens qui pensent que c'est une supercherie. Donc il nous parle de la taille du fossé de César, qui était censé faire 5,90 m et qui ne correspond pas. Je vais vous lire cette toute petite partie. Donc là on nous parle de la fameuse taille du fossé creusé par César pour les lignes de défense. Les dimensions et le profil défient toute logique. Donc là on parle du profil et des dimensions du fossé. Selon César, il mesure 5,90 m de largeur en haut et 5,90 m de largeur au fond, ce qu'on appelle un fossé en fond de cuve, largeur égale en ouverture et en fond. Que trouve-t-on en réalité dans les données archéologiques à Alys-Sainte-Reine? Donc là on a un petit tableau. Il y a plusieurs fouilles, la fouille A, la fouille M, la fouille A3. Globalement, on trouve en largeur en haut entre 5 mètres et 4,60 m, entre 2,30 m et 1,20 m, et entre 1,70 m et 2,70 m. Ça, ce sont les différents niveaux de fouilles. On trouve en profondeur 4,80 m pour la fouille A, 1,80 m pour la fouille M et 1,70 m pour la fouille A3. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout raccord avec ce que peut nous expliquer Jules César dans la guerre des Gaules. Je poursuis la lecture. Notons la discordance entre les évaluations écrites par les responsables des fouilles pour ce qui touche la profondeur. Si Joël Le Gall donne 1,70 m à 2,70 m, Michel Rédé, donc ces gens-là sont les directeurs de fouilles, Michel Rédé avoue qu'il n'atteint que, entre guillemets, rarement une profondeur de plus de 1,30 m en raison sans doute de la proximité de la nappe phréatique, fermez les guillemets. Les deux archéologues n'ont pas dû acheter leur double décimètre au même endroit. Donc voilà, globalement, ce genre d'erreur, on en trouve énormément détaillé, scrupuleusement détaillé dans le livre. Alors c'est vrai que on peut s'interroger, on peut se poser des questions, on se dit mais comment ça se fait finalement si les données archéologiques d'Alys-Sainte-Reine ne sont pas raccord. Et vraiment, elles sont par accord, il y a des marges d'erreur gigantesques. Avec les textes de César, comment se fait-il que ces gens s'entêtent toujours à dire oui, on a trouvé Alésia, on en est certain. Bon. Ces gens s'appuient sur des données initialement trouvées sous Napoléon III, comme je le disais tout à l'heure, avec des fouilles importantes qui ont été faites à l'époque, avec évidemment le protocole de la fin du 19e siècle. Hein. Donc on est loin de la minutie des archéologues d'aujourd'hui. On est loin même de l'honnêteté intellectuelle, peut-être, des archéologues contemporains. Bien que ça puisse être discutable, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais là c'est sûr qu'on en est loin. Et le livre va nous donner un exemple assez parlant sur les armes en réalité. Les armes trouvées en fouille. Parce qu'on a trouvé très peu de matériel en réalité. Vraiment très peu.
pratiquement rien, on n'a vraiment pas grand-chose sur les fouilles officielles. Et on a des armes, une épée qui est bien antérieure à la période d'Alésia, qui remonterait peut-être au début de l'âge du fer, voire à l'âge du bronze, mais à l'âge du fer, au début de l'âge du fer, c'est sûr. Donc là, ça n'est pas possible. Cette épée ne peut pas avoir été utilisée 150, 200 ans après, par des soldats gaulois. On a également des témoignages de gens qui se demandent, des témoignages de l'époque de Napoléon III, si on n'a pas amené des armes pour faire croire qu'elles avaient été trouvées et finalement valider le site. Bon, tout ça est très 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 douteux. Je vais également vous parler d'autres exemples. Alors, je ne vais pas vous citer d'autres exemples de données qui sont présentées dans le livre, de données techniques, parce qu'elles sont véritablement techniques. Comme je vous le disais tout à l'heure, là je vous ai parlé du fossé de César, mais on a le même genre de données sur la taille des fortifications, l'espacement des fortins construits par Jules César. On a énormément de données techniques. Ce serait beaucoup trop fastidieux de vous les soumettre aujourd'hui. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que les gens qui sont passionnés de technique vont être enthousiasmés par ce livre. Si tant est qu'ils aient l'esprit ouvert et qu'ils aient envie de se poser des questions sur une énigme historique et archéologique. Donc là, vous pouvez y aller. Si vous adorez les données techniques, le livre va vous combler. Je pense qu'il vaut mieux même aimer beaucoup les données techniques pour se plonger dans ce livre. Passer l'archéologie et passer globalement les résultats archéologiques modernes qui sont remis en cause, alors ceux de Napoléon III n'en parlons pas, mais même les modernes qui sont remis en cause par le livre et le collectif d'auteurs, on nous parle également de problèmes plus pragmatiques. On nous soulève des problèmes d'hydrologie, de salubrité sur l'oppidum prétendu d'Alice Sainte-Reine. Alors, évidemment, tout ça est croisé avec les données de César qui nous parlent de 2 rivières qui lèchent les flancs de l'oppidum. Ces rivières ne sont pas vraiment présentes sur le site d'Alice Sainte-Reine, elles sont beaucoup trop loin et en fait ce sont plutôt des tout petits cours d'eau alors que César nous parle vraiment de rivières, ce qui permettait d'alimenter en eau les Gaulois sur le site d'Alésia, le véritable site je veux dire. À Alice Sainte-Reine, vraisemblablement, avec les données hydrologiques qu'on a aujourd'hui, on comprend qu'il serait impossible d'alimenter en eau les Gaulois. Ça fait 2 données contre le site officiel. Les cours d'eau qui sont trop éloignés par rapport à la description précise de César et les réserves en eau, du coup, qui ne sont pas optimum pour tenir un siège de plusieurs mois, de soutenir un siège. Et donc ça c'est pas bon, en découlent les problèmes de salubrité. Dans les problèmes de salubrité, il y a aussi la présence, on le dit encore, de 80 000 soldats gaulois, plus la population de l'oppidum lui-même. La ville d'Alésia est occupée par les Mandubiens, c'est une tribu gauloise dont on sait pratiquement rien, mais on sait simplement qu'ils étaient présents dans la ville, et donc ces gens-là représentent une quantité non négligeable de gens qu'il faut nourrir, qu'il faut loger, qu'il faut faire tenir. Et c'est là qu'entre en jeu la fameuse taille de l'oppidum dont je vous parlais tout à l'heure, donc on parle de 97 hectares. Il y a un chapitre entier dans ce livre qui est consacré, et qui nous démontre par A plus B qu'on ne peut pas faire tenir autant de gens sur l'oppidum. Quand bien même César précise que une partie des Gaulois était sur les flancs, les contreforts de l'oppidum, même en retirant une quantité non négligeable, il reste beaucoup trop de monde pour faire tenir tous ces gens sur l'oppidum d'Alice Sainte-Reine. Et le problème de salubrité arrive, puisque trop de gens au même endroit, eh bien ça ne va pas. Y compris le bétail, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un siège. Donc il faut survivre. Donc il faut avoir du bétail qu'on va nourrir, qu'on va stocker. Et tout ça fait beaucoup trop de gens. Il faut évacuer les déchets de boucherie. Il y a la bouse dégagée par les bovins, par les chevaux. Donc tout ça ne va pas sur un si petit endroit.
97 hectares, ça semble trop court pour accueillir l'armée de Vercingétorix. C'est pour ça que également on s'est posé la question de savoir si 150 hectares c'était pas mieux. Un autre site, donc un autre site, ça invalide la thèse d'Alice Saint-Traine. Voilà, en gros, dans ce livre, on aura énormément de détails techniques. On aura vraiment beaucoup de détails techniques qui vont abonder dans le sens de cette thèse. Non, Alice Saint-Traine ne peut pas être le site d'Alésia. Comme je voulais en savoir plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la localisation, je me suis penché sur le livre de Franck Ferrand qui lui parle du site. Alors là, il parle d'un autre site, effectivement, qui est dans le Jura. Alors, le site du Jura, eh bien, il n'a pas été trouvé par hasard. Alors déjà, c'est le site, il est répandu sur plusieurs communes. Chaux-des-Crotenay et Siam, ce sont des villages. Et géographiquement, ce site du Jura correspond beaucoup mieux, voire même presque parfaitement, globalement, à la description de Jules César. Alors, comment ce site a été identifié? Dans les années 60, on a un historien, il s'appelle André Berthier, qui travaille, je crois il travaille en Algérie, si ma mémoire est bonne, et il s'intéresse à la polémique d'Alésia, qui existe déjà, et il se dit, j'aimerais bien moi aussi contribuer, trouver le site, et comment je vais m'y prendre? Eh ben, je vais essayer d'étudier par les cartes d'état-major, les cartes géographiques, quel site pourrait correspondre en France avec les données que nous donne Jules César. Donc la présence d'un endroit élevé, les rivières, une grande plaine pour le combat de cavalerie, un oppidum assez grand pour accueillir l'armée de César. Et il va travailler minutieusement, il va recouper des informations géographiques et il va trouver enfin un site. Je vais vous lire, donc là je passe sur l'histoire interdite de Franck Ferrand. Et donc c'est un livre qui doit dater de 2008, je crois. Et je veux vous lire la petite partie qui nous parle de la découverte d'André Berthier, comment il s'y est pris, et comment il est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui, l'expression est restée, hein, un portrait robot d'Alésia pour l'identifier pleinement. Voilà ce que nous dit Franck Ferrand. Donc là, il nous parle d'André Berthier. Tout d'abord, il prit le temps d'analyser avec un regard neuf les phrases même du texte de référence. Donc évidemment, là on parle des commentaires de la guerre des Gaules. Car à force de vanter le style, admirable il est vrai, des commentaires de Jules César, à force de souligner aussi la portée politique et donc la dimension partiale de leur message, on en était venu à minimiser peu ou prou l'intérêt documentaire des notations concrètes dont il regorge. Berthier, c'est là son premier mérite, va donc faire le départ entre les faits eux-mêmes, enregistrés par César avec une précision toute militaire, et l'interprétation qu'il en donne parfois et qui, elle, demeure sujette à caution. Le philologue a compris que les commentaires de la guerre des Gaules ne sont pas avant tout un essai moral, et que leur auteur les a probablement destinés à un usage plus austère. Leur concision technique et factuelle, confinant souvent à la sécheresse, donnerait même à penser qu'ils visent à une forme d'objectivité. Certes, le proconsul manie l'omission utile et l'ellipse biaisée. Forcément, il a eu à cœur de justifier sa conduite et de se faire valoir aux yeux du Sénat romain. Bien sûr, il lui a fallu fournir à la postérité une version des faits pas trop défavorable. Mais outre qu'il a publié cette relation de son vivant, sous le contrôle d'innombrables témoins, il apparaît à le scruter sans a priori. Là, donc, on va plus loin. Ferrand commente le travail de Berthier. Ligne après ligne, il recueille des indications topographiques distillées par le proconsul, et les traduisant dans un croquis de plus en plus précis, en vient à dessiner une sorte de plan coté, ou comme il devait le baptiser non sans humour, un portrait robot du site d'Alésia.
On va encore un peu plus loin, je fais quelques ellipses. André Berthier identifie dans cet espace plus de 200 hauteurs susceptibles d'accueillir un éventuel oppidum. Avec patience et minutie, il les compare, l'une après l'autre, à son portrait robot qu'il juge valable. En vain d'abord, il manque toujours quelque chose, une rivière à celle-ci, à celle-là des hauteurs. Jusqu'au moment où, sidéré, le détective archéologue met le doigt sur un promontoire. Des collines, une plaine, des cours d'eau correspondant trait pour trait à la description de César. Se pourrait-il que... Donc, je vais plus loin. Berthier superpose son portrait robot à la carte d'état-major. La coïncidence est parfaite. Surprise. Ce lieu, identifié par déduction, et par déduction seulement, se révélera plus méridional, plus oriental aussi, surtout bien plus montagneux qu'on aurait pu l'imaginer. Étonnamment, il se situe dans le Haut-Jura, au sud de Champagnole, entre les villages de Siam et de Chaux des Crotenay. Donc voilà, on est donc à quelques centaines de kilomètres, 150 km d'Alice Sainte-Reine. Donc voilà globalement comment Berthier, il a lui découvert ce site qui potentiellement pouvait être le véritable Alésia. Je reviens sur mon livre précédent. Madame Porte, en fait, elle a rencontré André Berthier, elle a travaillé avec lui. Et c'est pour ça, en réalité, qu'elle s'est intéressée véritablement à ce sujet et qu'elle s'est dit, en bonne chercheuse, il y a quelque chose à creuser, il faut avoir la vérité. C'est pour ça qu'elle a travaillé sur ce sujet. Je reviens sur la description globalement de César. Le premier livre, La supercherie dévoilée, nous explique, que je vous disais tout à l'heure, des données techniques discutables, mais également des traductions discutables, voire même erronées, de la guerre des Gaules, ou bien des adaptations. Des adaptations simplement pour s'arranger avec les données géographiques d'Alice Sainte-Reine, et pour que même si elles sont fausses et qu'elles ne correspondent pas à la réalité de César, correspondent plus ou moins à ce que César a pu dire. Donc je vais vous donner un exemple de manipulation de traduction, qui nous prouve quand même une certaine malhonnêteté intellectuelle de ceux qui ont travaillé et qui travaillent encore sur le site de l'Alésia officiel. Donc là, on est sur un texte de César qui nous parle de la description de l'oppidum et qui nous dit qu'il est sur un endroit élevé. Alors voilà ce qu'il dit en latin. Upsum erat oppidum Alésia incole summo ad modum edito loco. Donc en gros, ça veut dire que le site il est en un lieu très élevé. Vous allez voir qu'il ne faut pas le traduire en gros, il ne faut pas faire comme moi. Il faut le traduire avec minutie, la minutie des latinistes, pour véritablement avoir la localisation et avoir des précisions sur la localisation. Voilà ce qu'on nous disaient les anciens chercheurs. Donc Léopold Albert Constant traduit, entre guillemets, la ville proprement dite était au sommet d'une colline à grande altitude. Voilà, ça a été traduit comme ça. Ensuite, on a eu Eugène de Saint-Denis, qui nous traduit autrement. La place d'Alésia, proprement dite, était au sommet d'une hauteur bien saillante. Fermez les guillemets. Cette traduction a été légèrement modifiée par Michel Rédé. Je vous rappelle, Michel Rédé, c'est un des derniers qui a fait les fouilles dans les années 90-2000 à Alésia. Donc, légèrement modifiée par Michel Rédé en, ouvrez les guillemets, la place d'Alésia, proprement dite, était au sommet d'une colline escarpée. Fermez les guillemets. Comme le ad modum edito loco, en sa traduction correcte énoncée par n'importe quel dictionnaire, signifie à une très grande hauteur, convient mal au mont Auxois, donc c'est-à-dire à Alice Sainte-Reine, on traduit ad modum edito loco par escarpé, puisque ça les arrange. Ce qui n'infère aucune estimation sur la hauteur, ou bien par, ouvrez les guillemets, une hauteur bien saillante, fermez les guillemets, et on l'explique en note assez piteusement par sens étymologique de editus, qui veut dire qui proémine, qui se détache du site environnement, fermez les guillemets. Le mont Auxois, avec ses 418 mètres, n'est pas un Everest, mais il est bien saillant, effectivement. Remarquons d'abord que le propre de toute hauteur est d'être saillante. Ensuite, que si les collines alentours sont de même hauteur,
l'oppidum ne peut guère saillir, entre guillemets. Enfin, qu'il ne se détache pas en avant du relief ambiant, autre sens possible du mot saillir, puisqu'il est complètement séparé par de vastes espaces tout autour. Donc voilà, donc là on a un extrait, on peut le dire, d'arnaque dans l'utilisation du texte de César et dans la traduction qu'on en fait. Alors c'est très intéressant parce que le livre revient sur des conversations qui ont été faites avec un latiniste célèbre universitaire et qui revient sur justement les mots qui sont déformés par les chercheurs modernes pour s'arranger avec la réalité du contexte d'Alice Sainte-Reine. Et globalement, le latiniste qui est interrogé, qui est un professeur peut-être de la Sorbonne si ma mémoire est bonne, eh bien nous dit que non, qu'il n'y a aucun doute possible sur les traductions du texte de César telles qu'elles ont déjà été faites et qu'elles sont tout à fait correctes et qu'il faut s'en tenir en réalité. Et on voit bien que nos archéologues tenant de la théorie admise, puisque le site est officiellement reconnu, d'Alice Sainte-Reine comme Alésia, se sont arrangés avec la réalité de Jules César. La grande thèse, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, c'est de dire, ces gens expliquent, que César s'est trompé, que César a menti, mais simplement quand ça les arrange. C'est un peu ça la problématique. Quand le texte de César est favorable à la localisation d'Alice Sainte-Reine, on dit il est parfait, tout va très bien. Et dès que globalement les données ne correspondent plus avec ce qu'on trouve d'un point de vue archéologique, eh bien on dit César s'est trompé ou César a arrangé la réalité. Bon, c'est un peu facile, c'est fermer un peu rapidement la porte à un autre site, d'autant que le site du Jura, de Chaude et Crotenay, a l'air quand même de bien correspondre à une réalité possible du site d'Alésia. Je ne reviens pas sur des éléments que Franck Ferrand nomme dans son livre et dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la taille par exemple de l'oppidum. Évidemment que c'est une donnée importante, la taille de l'oppidum, parce que s'il est trop petit pour accueillir les soldats gaulois, ça pourrait presque couper court définitivement à la localisation d'Alice Sainte-Reine comme Alésia. On se dit non, c'est trop petit, ça n'est pas possible. Il y a un militaire qui parle dans le livre La supercherie dévoilée et qui explique qu'effectivement ça devrait couper court à toute interprétation du site comme le site potentiellement capable d'accueillir une armée, puisqu'il n'est pas capable de le faire. Bon. Je vais revenir malgré tout sur un autre détail. Franck Ferrand parle à nouveau des armes. Donc des armes qu'on a trouvées sur le site officiel d'Alésia et qui sont quand même sacrément douteuses. Donc voilà ce qu'on nous dit. Il nous a parlé longuement d'armes exhumées. Et voilà ce qu'en dit Franck Ferrand. Quel dommage que les armes ainsi exhumées, dont une collection dite prodigieuse de 227 javelots, si l'on en croit le jeune homme, quelqu'un qui en a parlé avant, n'aient jamais été présentées au public. Point de suspension. Elles sont demeurées invisibles, mystérieuses, au sein de caisses entreposées dans les caves du musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Elles y dorment toujours. L'afflux trop ponctuel de ce mobilier trop idoine ne pouvait qu'alerter les sceptiques. Il a fait dire à l'un des ouvriers des fouilles de Stoffel. Donc ça, c'est quelqu'un qui a dirigé les fouilles sous Napoléon III. Deux points, ouvrez les guillemets. J'ai vu au pied du Réa la découverte des fameuses armes qui sont aujourd'hui à Saint-Germain. Je suis descendu dans le fossé pour les ramasser. Je les prenais par pleine brassée. On aurait juré qu'on les avait mises là juste exprès. Pardon. Donc voilà, ça, c'est une donnée importante. On nous parle de la même chose avec des monnaies qui auraient été ramassées à pleine poignée et qui seraient également très très douteuses en réalité. Donc Franck Ferrand, lui, il parle carrément de trucage. Il estime que le site a été truqué, d'Alésia, d'Alice Sainte-Reine, que Napoléon III n'a pas été regardant,
que les gens qui ont travaillé pour lui, évidemment, n'ont pas été regardants, parce que c'est eux qui étaient on peut dire les initiateurs du trucage, et que ce site partait déjà sur un très mauvais pied, et que finalement, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que les données géographiques ne correspondent pas avec le site, puisque globalement, ça n'est pas le bon site. Donc, Franck Ferrand, il en est totalement convaincu. Comme j'aime bien aller un peu plus loin, je vous le disais tout à l'heure, je me suis intéressé à un autre livre. Alors, c'est un livre de Paul Marius Martin, je vous le disais tout à l'heure, qui doit être des années 2010, je ne sais plus, il est de 2009, voilà, pour cette édition. Et en fait, je voulais avoir un avis neutre. Donc cet homme-là, qui est un professeur émérite de l'université de Montpellier 3, qui a beaucoup publié sur Rome, évidemment il a un avis neutre, il ne soutient ni une thèse ni l'autre. Il serait plutôt même tenant de la thèse alésienne, donc c'est-à-dire les Alysiens, donc Alice Saint-Traine. Mais globalement, j'étais intéressé de savoir qu'est-ce qu'il avait à dire sur la polémique. Donc j'ai lu ce livre, au demeurant fort intéressant sur Vercingétorix, vraiment même passionnant, on pourrait dire. Je vous dirai 2 mots après, c'était pas le sujet de la vidéo, mais je vous en dirai 2 mots. Mais je vais revenir plutôt sur la polémique. Donc il nous parle d'Alésia, il nous parle de la localisation d'Alésia, et il nous explique qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas dans les 2 sites. Alors lui, il va directement au but, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il explique que depuis quelques décennies, on identifie simplement 2 sites, Chaudet-Crotenay et Alice Saint-Traine. Et voilà l'avis neutre que nous donne cet homme. Il y a 2 pages, hein. Je vais vous lire les 2 pages parce que c'est assez intéressant. Donc là, il nous parle du site officiel. Il nous en a parlé un peu plus longuement que ça, mais je suis allé sur les éléments vraiment intéressants. Le premier, celui du site officiel, entre guillemets, a pour lui l'impressionnant apport de l'archéologie, qui a mis au jour à Alice Saint-Traine un matériel considérable, bien daté, attestant une intense activité militaire de siège, sans parler de ce que laisse apparaître l'archéologie tant au sol qu'aérienne. Alors là, je fais une toute petite pause. Le livre a été écrit bien avant les révélations de la supercherie dévoilée. Évidemment, cet homme n'avait pas accès à leur travail. Et si on s'en tient à la thèse des gens qui prétendent que Alice Saint-Traine n'est pas le site d'Alésia, tout ça tombe à l'eau. Les données archéologiques sont très faibles, le matériel est extrêmement douteux, et quand il y a des données archéologiques, elles ne correspondent pas, comme je disais tout à l'heure, aux descriptions de César. Je reprends le livre. Il a contre lui un vrai problème de surface et de distance. Faire tenir 80 000 guerriers de Vercingétorix, sans parler de la population mandubienne, sur les 97 hectares du plateau de Flavigny, semble difficile. Et les relevés de distance entre fossés et fortifications trouvées ne concordent pas avec le texte de César. Non plus que les longueurs des circonvallations et des contrevallations, inférieures aux chiffres césariens. Il le savait déjà à l'époque. Certes, il est vrai que, même si César n'a pas exagéré, tous les philologues qui se sont frontés à l'établissement d'un texte savent que rien n'est moins assuré dans les manuscrits que les notations de chiffres. Seulement, il faudra admettre que tous les chiffres donnés par la tradition manuscrite sont erronés. L'autre site, jurassien celui-ci, semble mieux apte, par les dimensions de son plateau, à accueillir le nombre des assiégés donnés par César. Et au vu du périmètre de celui-ci, 15 km, la circonférence à investir s'approche mieux du chiffre césarien de la fortification intérieure. L'orientation générale aussi semble meilleure. Bref, sans nous attarder dans l'étude du fameux portrait robot entre guillemets, qui, s'il a permis de déterminer le site, ne constitue pas une preuve en soi, disons que le site de Chaux a plutôt la géographie pour lui, voire la géologie, si l'on veut bien considérer qu'il y aurait un lien entre les blocs cyclopéens du site et la légende grecque de la fondation d'Alésia par Hercule, dont le nom est souvent associé par les Grecs au site à mur cyclopéen. Mais il n'a pas l'archéologie pour lui. Les quelques trouvailles faites in situ paraissent bien pauvres au regard de l'impressionnant résultat des fouilles d'Alyse.
Il est vrai que les partisans de Shaw ont beau jeu de répliquer qu'ils n'ont pas eu, eux, les moyens mis en œuvre par l'archéologie officielle. Cela dit, imaginons qu'on en trouve un jour autant à Shaw qu'à Alise, on tomberait sur un autre problème. Il faudrait expliquer pourquoi il y aurait eu, au moment même, 2 sièges aussi importants alors que les textes ne parlent que d'une seule Alésia. Bon, après, il continue. Évidemment, là, il soulève 2 points intéressants. Premier point intéressant, les données archéologiques sont faibles à Alise-Sainte-Reine. Bah, évidemment, c'est normal, il n'y a pas eu de fouilles autorisées. Le ministère de la Culture n'a pas autorisé de fouilles dans le Jura. On a juste une campagne de prospection en surface. Donc, Madame Porte, dans son livre, elle le dit très bien. En fait, il faudrait des fouilles dans le Jura. On a simplement des données visuelles, on a relevé, on a trouvé des murs d'enceinte, on a trouvé des constructions sur la fortification, sur l'oppidum supposé du Jura. Et on n'a pas de fouilles réelles. Il faudrait absolument une campagne de fouilles pour trouver du matériel. Et autour de l'oppidum également, pas simplement sur l'oppidum. D'autant plus que l'oppidum se dégrade et il faudrait, lui il est repris entièrement par la végétation, hein, il y a une forêt dessus, donc il faudrait se dépêcher avant que tout tombe en ruine, ce qui peut rester comme structure construite. On a des photos quand même hein, de structures construites de murs, Murus Gallicus, le fameux mur gaulois. On a quelques preuves malgré tout qu'il y a eu quelque chose sur ce site du Jura. Et quant au second site contemporain d'Alésia, qui nous ferait dire qu'on a 2 sites avec 2 sièges, eh bien le problème c'est que le site d'Alésia officiel pourrait être mal daté. Tellement mal daté qu'il pourrait être postérieur ou antérieur à Alésia, et il pourrait probablement être postérieur. Or, on a eu après 52, après Alésia, on a malgré tout d'autres conflits entre les Romains et les Gaulois. Il y a d'autres sièges. Donc, ça n'exclut pas la possibilité de 2 sièges pas si éloignés l'un de l'autre. Je vous dis un mot sur ce livre. Alors, ce livre, il est vraiment intéressant. Je vous le conseille également. Hein. Vercingétorix, tout simplement. Il y a plusieurs livres consacrés à Vercingétorix. D'ailleurs, il y en a un de Daniel Porte, la fameuse dame, là, chercheuse, qui est tenant de la thèse du Jura. Je ne l'ai pas lu, son livre. Celui-ci est vraiment intéressant. L'auteur est honnête, hein. Il est honnête, il nous dit que c'est très difficile d'avoir des données sur Vercingétorix parce que on a globalement quelques commentaires antiques, mais vraiment extrêmement peu. Ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de dresser un portrait du personnage et de le contextualiser dans son époque. Donc on nous parle un peu de sa jeunesse, mais très peu, on n'en sait pas grand-chose. On imagine que il est possible que Vercingétorix ait connu César, c'est même plutôt certain, il l'a connu. Peut-être finalement il a même travaillé dans son armée avant et qu'il a repris sa liberté et c'est pour ça que Jules César l'aurait puni très sévèrement. Il aurait considéré que c'était une sorte de traîtrise de sa part. On a également des données sur tout ce que Vercingétorix a traversé. Donc à savoir les différentes batailles auxquelles il a participé, hein, Avaricum, Gergovie. Là c'est vraiment intéressant, hein. On a le récit des batailles, le massacre d'Avaricum par exemple, les Romains qui font le siège de la ville et qui finalement massacrent les gens, hein, femmes, enfants compris, globalement pour faire une leçon. C'est ce que nous dit l'auteur. Jules César, globalement, ça n'est pas du tout dans ses habitudes de massacrer les gens. Et là, il massacre les civils également, en plus des soldats, parce qu'il aurait voulu donner une leçon aux Gaulois qui, quelques mois avant, avaient massacré des Romains à Senaboum, c'est-à-dire à Orléans, et les gens de Senaboum s'étaient enfuis à Avaricum, pour une partie d'entre eux. Donc il voulait marquer le coup et dire, voilà ce que vous avez fait aux Romains, on n'attaque pas les Romains en toute impunité, donc on vous massacre. Globalement, on pourrait presque dire que c'est de bonne guerre. Et donc,
on a quand même des preuves indirectes que ce massacre est une volonté de marquer l'esprit, parce que généralement, les Romains, les soldats y compris, les légionnaires, ils récupéraient des esclaves. L'esclave a une valeur marchande extrêmement importante. Donc massacrer beaucoup de gens, c'est perdre de l'argent. Et perdre de l'argent, c'est pas populaire pour l'armée romaine, pour le soldat de base. Et donc ils ont obéi aux ordres, hein, parce que César voulait faire une leçon, en réalité. Mais bon, après, il faut pas non plus idéaliser ces époques, hein. C'est vrai que on prenait quand même pas forcément de gants avec l'ennemi. Alors, si l'esclave était important et qu'il fallait le capturer, il faut tout recontextualiser. Évidemment que si on avait besoin de faire parler les armes, on le faisait. César n'était pas un général sanguinaire, il pouvait épargner des prisonniers, mais on verra bien après que ça pouvait aussi être une stratégie. Si à Avaricum ça a été une stratégie de terreur, finalement César a recommencé après à Uxellodunum. C'est la dernière grande bataille de résistance de la Gaule, hein. Uxellodunum c'est en moins 51, c'est du côté de Rocamadour, et donc là il y a 10 000 prisonniers, il y a 10 000 Gaulois qui vont s'enfermer dans l'oppidum, et puis finalement ils vont être battus par un siège, encore une fois, de César. Et puis pour finalement calmer les ardeurs des révoltes gauloises, César ira jusqu'à faire couper les mains des prisonniers, même s'il va épargner des civils. Bon voilà, donc remettons ça dans le contexte de l'époque. Évidemment que quand on avait besoin d'être extrêmement sévère, eh bien on le faisait, voilà tout. On a après évidemment Gergovie qui est évoqué. Alors Gergovie, la revanche de Vercingétorix, où il a failli gagner. Alors il a quand même gagné, mais pas tout à fait. Le livre nous parle de la demi-victoire de Vercingétorix à Gergovie. Et ensuite on a un récit d'Alésia. Évidemment, qui nous conte comment Vercingétorix finalement est tombé dans une sorte de piège, alors qu'il aurait dû se sortir haut la main d'Alésia. Et bien finalement un coup du sort a fait qu'il n'a pas pu vaincre César. L'auteur nous dit, comme de nombreux autres auteurs, moi c'est comme ça que je l'avais appris, que César était passé à 2 doigts de la défaite. Les armées de Vercingétorix étaient nombreuses. Je dis les armées sciemment, parce qu'il n'y avait pas une armée gauloise. C'est la grande thèse du livre, mais c'est pas le seul, hein. Évidemment, cet historien nous rappelle que l'unité gauloise est une invention du 19e siècle. Les Gaulois étaient des peuples qui se battaient les uns contre les autres, qui ne se faisaient pas de cadeaux. Il y avait une unité culturelle, sans doute une unité religieuse, mais il n'y avait pas une unité de peuple. Et ça met à mal la thèse qui aurait voulu que Vercingétorix avait comme idée d'unifier la Gaule. L'auteur nous dit plutôt que Vercingétorix avait comme idée simplement de rendre aux Arvernes leur grandeur d'antan. Les Arvernes avaient été un peuple gaulois très très important, qui était en décadence réelle au moment où Vercingétorix prend le commandement, et il aurait voulu redorer le blason de son peuple. Et on a des preuves indirectes. Quand Vercingétorix prend le pouvoir, il s'attache à récupérer les territoires qui sont autour du territoire arverne. C'est d'abord ça son ambition première. Et on imagine qu'il aurait voulu redorer le blason de l'Empire arverne. Maintenant, est-ce qu'il sera allé plus loin ? L'histoire a fait son jeu, donc évidemment il a perdu, on ne pourra jamais le savoir. Mais il y a quand même des doutes sur cette ambition qu'il aurait eue. Quant à Alésia, il a perdu globalement parce que c'est un mauvais concours de circonstances. Quand il s'enferme à Alésia avec ses 80 000 soldats, il le fait sciemment. Il a Gergovie en tête, il a failli gagner à Gergovie. Donc il tire des leçons de ses précédentes batailles. Il a perdu à Avaricum, mais c'est pas de sa faute. Globalement, ce sont plutôt des gens d'Avaricum qui s'y sont mal pris, qui prétendaient que l'oppidum était imprenable. Ça n'était pas le cas. Ça a été une leçon à tirer. À Gergovie, ça s'est mieux passé. À Alésia, il pense que forcer César à faire un siège d'un oppidum aussi difficile à prendre, eh bien, ça va lui permettre de l'écraser par une autre armée qui va arriver après. Vercingétorix pense faire une tenaille,
pense utiliser ces 80 000 soldats présents sur l'oppidum pour déferler sur les fortifications romaines, et il pense par l'arrière faire venir son armée de réserve pour écraser encore une fois les Romains. Il envoie sa cavalerie, à savoir 8000 cavaliers, chercher du renfort un peu partout en Gaule, et finalement il espère avoir une levée en masse de militaires avec peut-être 600, 700, 800 000 Gaulois, hein, pourquoi pas, hein. La Gaule, c'est un grand territoire, on est extrêmement peuplé, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on est belliqueux, on a beaucoup d'armées. Les Romains, c'est les Gaulois, pardon, c'est leur passe-temps favori, hein. Ils adorent se faire la guerre. Alors on a retenu ça dans Astérix, ils se tapent dessus, mais c'est vrai, ils adorent faire la guerre en réalité. Ce sont des guerriers très courageux et va-t-en-guerre. Et donc Vercingétorix envoie ses cavaliers. Et malheureusement pour lui, au lieu d'avoir 500, 700, 800 000 soldats qui arrivent, il a entre 200 et 250 000 personnes qui viennent. Personnes parce que les gens qui ont été recrutés ne sont pas tous soldats. On a des chiffres qui sont restés, et les chiffres qui sont restés nous disent que on n'a pas eu l'effectif escompté. Certaines peuplades ont envoyé 2000 personnes alors qu'elles prétendaient en envoyer 10 000. Et globalement, même parmi ces 2000, il n'y avait pas que des soldats de métier, il y avait des paysans, il y avait des chasseurs, il y avait des bûcherons, donc des gens qui n'étaient ni aguerris au combat, ni équipés comme il le fallait, ils n'avaient pas l'équipement gaulois parfait. Donc cette armée de réserve arrive, elle tente d'attaquer César, finalement elle n'emploie pas la stratégie non plus préconisée par Vercingétorix, qui aurait été une attaque unique en masse en envoyant l'intégralité de l'armée en une fois. Elle envoie 3 attaques différentes, 3 attaques qui se soldent par 3 échecs. Et Vercingétorix, avec ses 80 000 soldats, ne peut même pas faire son travail de deuxième pression de mâchoire supérieure. Et donc finalement, c'est pour ça globalement qu'il perd. Alors César est un grand stratège. On nous dit que lors de la dernière attaque, César est lui-même monté à la bataille avec ses cohortes, est allé se confronter aux soldats de l'oppidum, et que globalement ça a fait aussi la différence. Sans doute que ça a joué. La stratégie, la puissance militaire, l'équipement des Romains, tout ça a joué. Mais globalement, ça ne s'est pas passé comme il fallait pour Vercingétorix, qui aurait peut-être pu gagner. C'est une bataille qui aurait pu être gagnée. C'est pas impossible. Il aurait peut-être pu vaincre. Donc voilà, j'en termine avec ce livre, avec ces livres. Donc allez-y à la supercherie dévoilée. Est un bon livre. C'est un bon livre, mais c'est un livre extrêmement technique. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce livre, que l'histoire d'Alésia vous passionne, si ça vous passionne véritablement, je vais vous dire, allez-y, foncez. Si c'est simplement une histoire d'Alésia que vous voulez et des Gaulois, allez plutôt vers un livre comme celui-ci, beaucoup plus généraliste, et vous pouvez vous contenter de lire les quelques pages de Franck Ferrand sur l'histoire du site du Jura pour vous donner une idée. Ça suffira pour dégrossir le terrain. Voilà, j'ai quand même passé un bon moment, ça m'a plongé dans l'histoire de nos ancêtres les Gaulois, c'était bien sympathique. Ça m'a donné envie de repartir sur des thèmes romains et celtiques pour d'autres lectures. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre débrief littéraire.